Quelques minutes. Voilà, ça commence. Ba'da bismillahir rahmanir rahim. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être si nombreux à répondre au présent à mon invitation. Donc, il y a avec nous à peu près une centaine de participants, incluant en plus de nos invités d'honneur, nos étudiants, nos alumni et nos chers enseignants. Et même quelques étudiants de l'extérieur, car finalement, j'ai accepté leur demande de participation. C'est un immense plaisir pour moi d'animer ce premier webinaire de l'École supérieure de comptabilité et de finances de Constantine. J'ai l'honneur d'être bien entourée. J'ai le plaisir de recevoir le docteur Mustapha Mekidash d'Alger, qui nous fait l'honneur d'animer ce premier webinaire qui s'annonce fort édifiant pour notre école. Son intervention fera l'objet de la première partie du webinaire, à savoir la partie conférence. Concernant la seconde partie, elle sera dédiée aux questions qui seront posées par nos étudiants, enseignants et alumni souhaitant y participer. Pour cette seconde partie, j'ai le plaisir d'avoir, en plus de notre invité, M. Mekidash, notre mentor et ami, M. Farouk Nemouchi, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui comme conférencier discutant. Sans oublier M. le directeur Ben Namoun Hamadou et le professeur Ben Sarki Azdin, qui se sont excusés de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Voilà, donc avant de donner la parole à notre invité, permettez-moi de faire une petite présentation de notre école pour les personnes qui ne la connaissent pas. Alors, il s'agit de l'École supérieure de comptabilité et de finances de Constantine. Après avoir été l'école préparatoire en sciences économiques, commerciales et de gestion, depuis 2010, notre institution se présente désormais comme une école supérieure de comptabilité et de finances. Elle est créée par le décret exécutif du 15 février 2017. Elle représente aujourd'hui un établissement public à caractère académique et scientifique et elle dépend directement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Notre école a pour mission d'assurer des formations au profit des étudiants. Il s'agit de deux types de formations. D'abord, la formation préparatoire destinée aux nouveaux bacheliers, mais aussi une formation spécialisée donc pour les étudiants qui passent le concours national des grandes écoles et qui souhaitent faire une formation de finance d'entreprise. Donc, ils continuent 3 ans avec nous. Pour avoir plus d'informations sur notre école, je vous invite à consulter ces deux liens, la chaîne YouTube et notre page LinkedIn ESCF de Constantine, qui permet de dévoiler l'actualité sur notre école, notamment en termes d'événements scientifiques. Voilà, donc ça, c'était vraiment un petit survol sur notre école. Je m'arrête pour le moment et je vais, avant de donner la parole à Monsieur Mekidash, Monsieur Mekidash, ex-vice-président et membre fondateur du Conseil national économique et social d'Algérie. Monsieur Mekidash est licencié en mathématiques de l'Université d'Alger et docteur en économie de l'Université de Grenoble 2. Il a effectué une formation en management dans le cycle Kepner-Trego de l'Université de Princeton aux USA. Il a été membre puis président de 2012 à 2017 du panel du mécanisme africain d'évaluation par les pairs auprès de l'Union africaine. Il a effectué sa carrière dans le secteur des hydrocarbures comme directeur des zones industrielles de Skikda et d'Arziou pour la Sonatrach, puis comme conseiller du ministre de l'Énergie et enfin comme fondateur et directeur général de l'entreprise nationale d'ingénierie pétrolier. À ce titre, il a été membre fondateur et vice-président de l'Union nationale des employeurs publics. Il a exercé depuis 1998 comme consultant indépendant dans les secteurs de l'industrie. Monsieur Mustapha Mekidash est l'auteur de nombreuses publications et de 4 ouvrages consacrés respectivement au secteur des hydrocarbures et à la conduite des réformes en Algérie. Il est actuellement président du Business Club Algeria Japan. Il est décoré de l'Ordre du Soleil Levant et des Rayons d'or et d'argent au Japon.
Monsieur Mekidej, par ses brillantes contributions, participe activement au débat lancé sur l'économie algérienne. Il nous présente aujourd'hui un thème intitulé Les perspectives économiques et géopolitiques algériennes post-Covid-19 entre complexité et incertitude. Voilà, Monsieur Mekidej, vous avez la parole. Oui, Monsieur Lemouchi, s'il vous plaît, désactivez votre microphone et Monsieur Mekidej, je l'invite à D'accord. activer le sien. Voilà, c'est fait. C'est Merci, bon là, vous merci. Vous m'entendez? avez la parole. Très bien, merci. Très bien, très bien, très bien. Moi, je voudrais remercier d'abord, vous remercier à vous personnellement et remercier à travers vous, les élèves et la direction de l'école pour me donner l'opportunité de m'exprimer, de m'exprimer sur un sujet particulièrement d'actualité et également important pour notre pays, car nous sommes déjà, disons, entrés dans la transition post-Covid-19 avec la mise au point des différents vaccins. Alors, ce que je vais traiter aujourd'hui, c'est le positionnement de l'Algérie dans cette architecture économique post-Covid entre incertitude et complexité, parce que il y a beaucoup d'éléments d'incertitude et de complexité qui ne sont pas spécifiques d'ailleurs à notre économie et à la gestion de la pandémie chez nous, mais également qui existent à travers l'ensemble des pays. Alors, je vais traiter ça, comme vous l'avez vu dans le flyer, à travers trois parties. Une première partie qui sera consacrée si vous voulez, à un examen de la gestion de la pandémie post-Covid en Algérie, encastré, si vous voulez, dans une situation économique qui était déjà fortement contrainte sur le plan budgétaire et sur le plan financier, comme vous le savez. Et comment cette gestion est en cours de déploiement pour pouvoir à la fois diminuer les conséquences négatives sur le plan sanitaire, mais également préparer les relances économiques et également la protection de l'outil national de production publique et privée. La deuxième partie sera consacrée, si vous voulez, aux différents scénarios qui sont actuellement, si vous voulez, lisibles dans le monde pour les conditions de reprise de la croissance. Et également, alors le monde est entre incertitude, avec l'obligation productive et en même temps l'obligation de protection sanitaire, si vous voulez, deux approches qui sont difficiles évidemment à marier. Alors moi je vois 5 scénarios que je vais vous exposer tout à l'heure. La troisième partie sera plus spécifique à notre pays et elle concernera les ajustements et le nouveau paradigme économique et géopolitique pour l'Algérie, post-Covid. Voilà un peu, et puis ensuite une conclusion, et on aura un débat, je pense, intéressant. Ce sont des idées. Alors, sur le premier aspect, c'est que nous allons examiner, si vous voulez, comment une gestion difficile de la pandémie du Covid-19, déjà encastrée dans une situation économique que nous héritée avec la crise de 2014 qui est toujours là, donc également avec la crise sur les prix pétroliers, donc sur les recettes à la fois en devises, également sur les recettes budgétaires de l'État, ont impacté fortement une économie qui n'a pas encore réussi à allumer d'autres moteurs de la croissance. Et quand elle l'a fait, on ne peut pas dire que ça a été un grand succès. Je pense à l'industrie automobile. Alors, cette démarche, sur le plan, si vous voulez, factuel, elle a démarré en mars 2019, lorsque les premiers clusters ont été identifiés rapidement à Blida Boufarik et Ouargla, avec souvenez-vous-en, l'ingénieur italien qui était venu travailler dans une base de Sonatrach à Ouargla, et également des Algériens de France qui sont venus à une fête à Blida Boufarik et qui ont
le Covid. Alors, donc, dès qu'il y a eu le premier décès qui a été constaté donc, à Blida, donc, il y a eu donc, les pouvoirs publics ont mis au point, je vous rappelle, une feuille de route appelée feuille de route en 12 points que le président de la République avait annoncé et qui ont été mises en œuvre rapidement et qui portaient sur les premières mesures pour pouvoir confiner donc si vous voulez, une pandémie dont on connaissait très peu sur la nature du virus d'ailleurs. Et ensuite, il y a eu des annonces complémentaires le 19 mars 2020 dans une deuxième séquence. Et malgré les tensions budgétaires et les contraintes sur la balance des paiements qui préexistaient à la crise de la Covid-19, l'économie algérienne a malgré tout, donc en dépit des difficultés également qui continuent à peser sur les entreprises, à faire preuve d'une résilience relative, hein, je dis bien. Alors, des ressources financières et humaines ont été dégagées et des infrastructures sanitaires dédiées ont été mobilisées donc, pour pouvoir prendre en charge les premiers cas de maladie. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a vu que la branche industrielle, qui est une branche qui, parmi les branches industrielles qui ont été donc en Algérie, elle a particulièrement été réactive et elle a pu se mobiliser rapidement pour pouvoir, en tout cas, dégager un certain nombre de ripostes qui sont en adéquation avec les protocoles sanitaires internationaux qui sont mis en place. Et donc, elle s'est adaptée donc, aux nouveaux besoins préventifs et thérapeutiques induits par la pandémie, avec la production de masques, la production de kits de détection et également un médicament qui avait été lancé, puis ensuite qui a été relativement abandonné. Mais en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que la branche pharmaceutique a réagi, a été très, très réactif de ce point de vue-là. Alors, donc, la difficulté, c'est qu'il y avait également un double défi, c'est celui donc, du confinement qui n'est pas, si vous voulez, qui peut avoir des conséquences et qui a eu des conséquences sur un certain nombre de secteurs et de branches de services et de production de biens dans le fait que le confinement a eu un impact sur leur processus de production de biens et de services. Alors donc, et là, ça c'est le premier aspect, donc un impact négatif, un impact de chute, si vous voulez, de la croissance du fait de l'arrêt ou de la diminution des activités de biens et de services au cours du premier semestre 2019. Donc ça, on est arrivé, je crois, donc à une situation de vers moins 4% donc, de décroissance au cours de ce premier semestre. Et il y a eu évidemment des secteurs qui ont été plus exposés, si vous voulez, à la décroissance et même aux difficultés, voire même aux menaces de faillite. Donc, c'est le secteur des transports, parce que la mobilité, évidemment, a été réduite. Par définition, le confinement signifie la réduction de la mobilité, que ce soit le transport aérien, le transport par voie de surface, c'est-à-dire les trains et les métros et donc les trains, les métros et les camions. Donc, et tout ça fait que donc, il y a eu donc, un secteur du transport qui a été lourdement impacté, de même que le tourisme, l'hôtellerie, le tourisme, et également le secteur informel. Le secteur informel qui évidemment fonctionnait dans son activité par le contact, si vous voulez, extérieur, et le confinement donc a complètement diminué leur chiffre d'affaires et les a exposés. Comme c'est non déclaré, donc par définition, donc ça n'existe pas. C'est ça, au sens économique, quelque chose qui n'est pas mesuré n'existe pas. Alors qu'en réalité, il y a des activités qui, elles, sont impactées. Là, et je profite de ça pour dire que c'est peut-être le moment, avec les aides qui sont développées vers ce type d'activité, de formaliser ces activités de sorte qu'elles deviennent lisibles, visibles et finalement mesurables et donc est susceptible d'être soutenues, le cas échéant, comme c'est le cas
actuelle. Et également les petits métiers informels. Je pense aux maçons, aux plombiers que vous appelez pour pouvoir réparer votre, donc votre installation, etc. Tous ces petits métiers, donc également, ont subi des chutes de revenus extrêmement importantes. Alors, en face de ça, au plan extérieur, au plan de nos équilibres extérieurs, donc c'est nous étions toujours sous le choc de la première de la crise de 2014, qui n'a pas été gérée de mon point de vue de façon satisfaisante parce que on parlait à l'époque de Bahbouha alors qu'il fallait assurer l'avenir, donc assurer une longévité plus grande au fonds de régulation des réserves. On a continué à dépenser alors que nous étions entrés dans une crise de cycle long, que certains imaginaient qu'elle était de cycle court, de cycle long. Et donc, ça, c'est. Et ensuite, la pandémie donc, a également fait chuter brutalement la demande mondiale en hydrocarbures avec des chutes en matière de recettes pétrolières, puisque donc de 33 milliards, si on arrive à avoir 22 milliards pour l'exercice ou l'année 2020, ça sera donc quelque chose. Donc ça, c'est bien loin des besoins à la fois donc de financement de notre économie et de nos besoins sociaux. Et également, et donc, nous allons devoir faire appel donc, à nos réserves de change et donc à épuiser plus rapidement que prévu donc les réserves de change qui avaient été mises en place. Donc voilà, donc alors là, ça ce sont des aspects qui sont importants. Au plan international, il est évident que cette crise, elle aussi, donc, se retrouve, donc a des effets énormes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, au plan mondial, la dette mondiale, ce sont des chiffres de la Banque mondiale et du FMI, donc la dette mondiale va dépasser, c'est-à-dire elle va être plus de 101%. C'est-à-dire qu'elle va dépasser la dette qui avait été observée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est énorme. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas les seuls dans une situation de déséquilibre à la fois budgétaire et de déséquilibre dans ses comptes extérieurs. Ce qui a amené d'ailleurs, c'est les grands pays développés libéraux et leurs institutions, et les institutions internationales et régionales, comme l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, à abandonner, si vous voulez, les dogmes qu'ils avaient considérés et administrés comme vaccins aux économies, qui étaient surendettées dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, et on en connaît quelque chose de 94 à 98. Donc, ce que je veux dire, c'est que du jour au lendemain, dans la doctrine économique de ces pays, dans le paradigme, donc, on a abandonné le dogme de 3% maximum de déficit budgétaire pour les pays de l'Union européenne. L'Union européenne a dit, bon, je m'arrête, vous pouvez dépasser votre endettement, votre déficit budgétaire annuel qui est fixé dans l'ensemble de notre doctrine et dans nos règles de fonctionnement à 3%. Il ne faut pas dépasser 3% de déficit, mais là, ils l'ont enlevé. Deuxième élément, ils ont ouvert, si vous voulez, une frontière qui était inviolable, celle du non-financement donc, par les biais des banques centrales de l'activité, avec donc le fait que donc, la Banque centrale européenne a émis de la dette au profit des pays de l'Union européenne. Et par ailleurs, aux États-Unis, donc la Fed a émis également de la dette pour pouvoir financer des plans de relance même. Donc, on parle de 700 milliards ou de 800 milliards pour l'Union européenne, donc, et plus d'un milliard pour les États-Unis. Donc, c'est énorme. Donc, c'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que finalement, ce qui se passe, c'est que le principe de réalité l'a emporté sur finalement les doctrines néolibérales qui finalement n'ont pas pu résister à l'ampleur de cette crise. Il faut rappeler également
faut rappeler également à ce propos que lors de la crise de 2007-2008, la crise financière de 2007, donc le système bancaire international privé a été financé donc, par le recours à de la dette émise dans de très bonnes conditions, émise par les banques centrales. Je parle de la Fed et également de la Banque européenne de développement. Et ça signifie que finalement, le principe de réalité l'emporte surtout, et le rapport de force en dernière analyse donc, fait que ce qui est vrai chez nous peut ne pas être vrai chez vous. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on disait à l'époque, lorsqu'il y avait la crise de la dette après les programmes d'ajustement structurel dans la décennie 90, dans la décennie 2000 pour d'autres pays, attention, donc les solutions du consensus de Washington ne tiennent pas la route, on nous traitait de tous les noms. Alors voilà, donc, et c'est ceux-là même qui sont aux commandes au plan de l'économie mondiale, qui dominent en tout cas l'économie mondiale, qui tiennent finalement notre dispositif, un autre discours. Voilà donc ce que je voulais dire de ce point de vue-là, pour pouvoir, si vous voulez donc, donc permettre de comprendre que ce qui se passe chez nous, du point de vue de la gestion de nos équilibres extérieurs et donc de notre budget, n'est pas tout à fait déconnecté, si vous voulez, du reste du monde, même si par ailleurs, si vous voulez, notre système bancaire n'est pas connecté directement. Je parle à des étudiants de finance. Notre système financier n'est pas connecté aux places boursières ni de façon systémique donc au système bancaire international. Mais ceci étant, les effets sur les échanges commerciaux, les échanges physiques, fait que donc il y a donc des enseignements à tirer. Alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, et à titre d'illustration, on peut noter que la Banque d'Algérie a pris très tôt des mesures de nature à faire face au manque de liquidité dont ont souffert très rapidement les banques algériennes. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous connaissez, vous, en tant qu'étudiant de l'école de comptabilité et de finance de Constantine, l'effet bank run, c'est-à-dire que dès qu'il y a une situation de crise, on a vu ça en 29, on a vu ça en 2008, et on a vu ça récemment, même chez nous. Donc, donc il y a l'effet de bank run. On va rapidement aux banques pour pouvoir retirer sa trésorerie, que ce soit les ménages et même les entreprises, pour pouvoir avoir des matelas en cas d'aggravation des crises, avec évidemment les créances non remboursées qui sont plus importantes, non performantes dans ces temps de crise. Et donc, et d'ailleurs, donc, il y a eu des mesures qui ont été prises par la bancaire et par le comité des opérations de politique monétaire de la Banque d'Algérie dès le 15 mars 2020. Elle a diminué le taux directeur à 3,25 et elle a abaissé le taux de réserve, comme vous le savez, obligatoire de 10% à 8%. L'objectif étant, in fine, comme vous le savez, de dégager en urgence des ressources bancaires mobilisables au profit des entreprises en difficulté du fait du ralentissement de leurs activités. Alors, donc les entreprises considèrent que ce n'est pas assez. Il est évident que beaucoup d'entreprises considèrent que ce n'est pas assez, que la réactivité, je l'ai dit à l'époque et je l'ai écrit à l'époque, donc en disant que la Banque centrale d'Algérie aurait dû faire plus, mais on est déjà dans une situation où on avait émis si vous voulez, donc on avait émis, si vous voulez, un financement non conventionnel. Donc la Banque d'Algérie était extrêmement prudente parce qu'elle voulait sauvegarder un autre indicateur qui est important pour pouvoir protéger les revenus, notamment les plus bas, l'inflation. Et je crois que de ce point de vue-là, l'inflation a été relativement bien gérée au cours de cette période-là. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Le confinement, donc, comme je vous l'ai dit, a impacté les entreprises algériennes de tous les secteurs, plus gravement celle du BTPH, qui était d'ailleurs impactée par les effets, si vous voulez, de la crise de cycle long
de 2014 du fait de la diminution des budgets d'équipement et donc de la commande publique en matière de BTPH et qui s'est d'ailleurs aggravé dans la loi des finances, dans la loi des finances complémentaires pour 2020 et celle de 2021. Donc le transport, l'hôtellerie, les petits métiers, le secteur informel. Donc là, et les différents plans de déconfinement qui ont été pris avaient pour objectif de combiner à la fois donc, la protection sanitaire, mais également la reprise des activités de production de biens et services. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que pour la première fois, il y a eu un texte commun qui a été rédigé par l'ensemble des organisations patronales et qui a été adressé au pouvoir public lors de la conférence sur le développement qui a été présidée par le président de la République, et donc un texte portant consensus, si vous voulez. Donc, j'aurais souhaité d'ailleurs que les syndicats, y compris les syndicats, disons, indépendants, avec l'UGTA, fassent la même chose du point de vue du monde du travail, du point de vue des salariés, pour voir la position, si vous voulez, des entreprises. Alors, donc, ce texte donc, est une si vous voulez, est une demande, si vous voulez, de protection des entreprises dont les emplois et l'activité sont menacés. Alors, ce que je note, c'est que également, plus récemment encore, c'est-à-dire donc il y a les pouvoirs publics ont décidé de faire une enquête sur les entreprises en difficulté, de sorte à identifier de façon différenciée selon les secteurs, parce que des secteurs ou des branches ont été plus touchés que d'autres. Quand vous voyez Air Algérie, donc c'est une situation d'extrêmement complexe et délicate et en même temps difficile à gérer. Et donc, et cette enquête, donc, qui va être faite par les pouvoirs publics en liaison, je crois, avec le CNUD, va permettre donc d'avoir si vous voulez, une monographie, si vous voulez, des entreprises en difficulté et les niveaux de trésorerie auxquels probablement elles devront avoir besoin, soit d'un point de vue bancaire, soit en mobilisant d'autres ressources. Moi, donc, je considère que ceci est important et ça sera disponible en janvier. C'est un peu tard. On aurait dû lancer cette enquête beaucoup plus tôt, me semble-t-il. Et rien n'empêchait de le faire beaucoup plus tôt, dès le moment, avant même qu'il y ait cette conférence sur la croissance et le nouveau modèle économique dont nous n'avons pas encore les résultats complets en dehors de ce que la presse a bien voulu nous donner. Alors, donc cela permettra de sauvegarder les entreprises menacées de dissolution, de maintenir les emplois et de sauvegarder les pouvoirs d'achat des salariés, puisqu'il y a un certain nombre déjà de dispositifs qui ont été mis en œuvre et qui ont pu, donc, si vous voulez, amortir des pertes de revenus considérables chez des catégories sociales chez nous. Alors, donc, voilà un peu, si vous voulez, les éléments sur lesquels on peut dire. Alors maintenant, je passe, si vous voulez, à la deuxième partie. C'est celle, si vous voulez, le monde entre incertitude et obligations productives. Donc, il y a donc 5 scénarios. Donc, j'avais mis dans mon abstract 4, mais en vérité, entre-temps, il y a eu un 5e scénario qui est apparu en Chine, dont je vais vous parler. Donc, ces 5 scénarios, donc, on corrigera donc, le flyer peut-être en mettant 5 scénarios et non pas 4. Et donc, je vais les passer en revue avec vous. Alors, mais ceci, ce n'est pas factuel, ça s'inscrit dans une méthodologie que je vais vous exposer. Alors, moi, donc, ayant fait des mathématiques avant d'avoir fait de l'économie, j'ai fait des probabilités. Et je m'intéresse beaucoup aux économistes dits probabilistes. C'est une école aux États-Unis qui a été connue surtout par le seul économiste qui a pu prédire la crise de 2007, c'est Nouriel Roubini. Donc,
donc introduit le concept du signe blanc. Vous savez, du signe noir, pardon. Parce que le signe noir, il n'y en a pas beaucoup, il y en a même très peu. Et donc, par exemple, je vais vous citer, il dit, donc, la crise de 29, c'était ainsi, donc c'était prévisible. La crise de, 2014 était pour lui prévisible. En revanche, la crise de la pandémie, donc la crise économique résultant de la pandémie, c'est un signe noir. C'est-à-dire pratiquement la probabilité pour que ça arrive est assez faible. Encore que. Donc voilà. Donc et la difficulté prédictive est dans le cas présent d'ordre épistémologique. Pourquoi? Car cette pandémie renvoie, comme je viens de vous le dire, à la théorie du signe noir du probabiliste libano-américain Nassim Nicolas Taleb. C'est le deuxième économiste, donc ils sont deux, Nassim Nicolas Taleb, et donc également, qui lui également a pris comme démarche méthodologique pour essayer de voir un peu les prévisions qu'on peut faire post-Covid-19, s'est inscrit dans cette démarche-là. Et donc, ce que je vous avais dit, donc, c'est que effectivement, c'est un signe blanc parce qu'à l'inverse, par exemple, dans la crise économique et financière de 1929 et celle de 2007, les éléments déclencheurs apparaissaient dans les signaux faibles perçus comme signaux blancs. C'est-à-dire qu'il y a des signes précurseurs que les probabilistes donc, peuvent déterminer, les économistes. Et cela, donc, ça a pu être ça a pu être le cas en 2007 pour Nouriel Robini. Alors, donc, je vous ai donné donc, dans le texte que je vais vous envoyer donc, les bibliographies et les références méthodologiques et les références en la matière si vos étudiants et vos chercheurs sont intéressés à cet aspect de mon propos. C'est-à-dire que finalement, il y a ce qui était anticipable, il y a ce qui n'était pas. Donc, ainsi, personne ne sait vraiment quand et comment la situation va évoluer sur le long terme, mais des hypothèses, et 4 scénarios sont avancés par la communauté des experts dans un avenir, finalement, 2021. Donc, on voit, je vous parle là, donc au début de la pandémie, donc les choses étaient extrêmement peu lisibles, un peu moins maintenant. Alors, on a donc 5 scénarios, V, W, U, L, K. Donc, alors, donc ces lettres, pourquoi? Ces lettres, donc, si vous voulez, sont des moyens si vous voulez, en fait, c'est des courbes pour voir donc, comment évolue donc finalement à la fois la pandémie, mais en même temps donc, de façon isomorphe, si vous voulez, ou homomorphe, donc la reprise de la croissance. Alors, il y a une reprise dite en V, c'est-à-dire que ça descend, puis ensuite ça remonte très vite. Donc, c'est le premier scénario. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle un scénario de reprise rapide en V. C'est le scénario optimiste. Il n'a pas eu lieu. Hein, donc maintenant, donc ex post, on voit bien que ce scénario n'a pas eu lieu avec la crise de la Covid de la Covid-19. Donc on va donc l'écarter. Donc on ne va pas passer de temps sur des choses qui n'ont pas eu lieu. Alors le deuxième scénario, c'est celui d'une reprise donc en U, avec donc après le choc violent, donc qui amène donc une baisse de la croissance très rapide, donc et puis ensuite au bout d'un certain temps, donc troisième, quatrième trimestre, donc une reprise. Alors donc ce deuxième scénario est celui d'un choc plus durable, avec des degrés de violence diverses selon les pays qui se poursuivraient, qui aurait donc permis une reprise de la croissance le troisième ou le quatrième trimestre 2020. La reprise d'intervenants que beaucoup plus tard, avec des effets négatifs évidemment sur l'emploi et la croissance. C'est ce qu'on appelle une reprise différée en U. Donc ce scénario s'appelle une reprise différée en U. Alors les prévisions de l'OCDE pour 2020 indiquaient que c'est la Chine qui va continuer à tirer la croissance de l'économie mondiale avec 4,9%, sachant que la moyenne mondiale était de 2,4, moins de 2 pour les pays pour la CNUSET. Les États-Unis auront donc au départ, c'est ce qui était prévu. Donc
d'avoir une croissance de 1,9% et celle de la zone euro 0,8, alors qu'on s'aperçoit donc qu'on est dans des scénarios beaucoup plus pessimistes. On est dans des situations beaucoup plus disons, préoccupantes. Alors le troisième scénario, c'est le scénario en V, qui n'est pas exclu non plus, et qui est la crainte, la crainte à la fois sur le plan sanitaire, mais également sur le plan économique, c'est-à-dire les deuxième, troisième vagues, etc. En V, parce que donc, nous avons donc une chute, une reprise, une chute et une reprise. Alors donc, ce n'est pas exclu dans le cas d'une deuxième vague de contamination. On y est plus large suite à des déconfinements inefficaces opérés dans certains pays, et ce qui aurait nécessité un deuxième déconfinement plus drastique, affectant beaucoup plus lourdement les systèmes productifs nationaux déjà mis à mal. Alors vous voyez déjà tous les débats politiques et les débats sociaux et sociétaux en Europe sur le déconfinement et sur le fait de laisser faire. Il y a eu des pays qui ont pris des risques en laissant le virus circuler, et donc en ne confinant pas. Ils sont revenus sur leur, je pense à la Suède, donc ils sont revenus sur leur, et les Pays-Bas, ils sont revenus sur ça, et même l'Allemagne d'ailleurs, et des pays qui, eux, ont confiné, mais encore subissent une deuxième vague, comme chez nous, donc on est dans une deuxième vague, on est passé donc à une croissance exponentielle des cas infectés, on est passé à 100, de 100 à 1000, je crois, en 2 semaines, en moins de 2 semaines, donc ça témoigne, c'est une courbe exponentielle. E puissance X. Donc voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que ce scénario reste un scénario préoccupant. Et alors, donc, c'est le scénario. Alors, j'ai écarté évidemment le scénario en L, c'est-à-dire un scénario qui voit donc une croissance complètement descendre et même une décroissance. Donc, qui persiste dans le long terme, le L. Donc ça. Alors, il reste donc le cinquième, si vous voulez, scénario qui est un scénario qui est actuellement visible en Chine. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le scénario en K. En K. Alors, c'est un scénario qui fait que certaines branches industrielles reprennent rapidement la croissance. Et reviennent assez rapidement à leur niveau qu'elles avaient à la veille de l'épidémie, de la pandémie, et d'autres secteurs qui n'ont pas encore repris, je pense au transport aérien, et également à d'autres aspects. Mais sur d'autres, par exemple, dans les industries pharmaceutiques, dans les industries manufacturières de façon générale, ça a été une reprise rapide en Chine et sur d'autres secteurs. Alors, c'est ce qu'on appelle donc une reprise en cas. Je pense que ça va s'élargir à l'ensemble des pays, c'est ce scénario qui va donc se concrétiser durant la fin de l'année 2020 et l'année 2021 avec une reprise progressive d'un certain nombre si vous voulez, de secteurs et de filières et de chaînes de valeur internationales et de chaînes logistiques internationales, alors que d'autres encore subiront donc un effet de décroissance qui ne va s'estomper que dans plusieurs années. Voilà un peu, si vous voulez, comment les choses se passent telles que je les vois. Et dans ces conditions, donc, ce que je voudrais noter simplement, c'est traité de façon particulière, non pas parce que ça a été l'objet de ma thèse et l'objet de ma carrière professionnelle et également de mes réflexions et de mes publications, de parler de façon spécifique du secteur de l'énergie, des hydrocarbures. Et si vous voulez, les effets sur la branche des hydrocarbures ont été extrêmement violents. Et le degré d'incertitude a été tel que l'OCDE, donc l'AIE et l'OPEP, l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie qui défend les intérêts des consommateurs, et l'OPEP, les producteurs, les exportateurs, ont signé un des rares communiqués dans leur existence qui dit que si je lis, donc entre guillemets, donc ce qu'ils ont dit, si les conditions actuelles de marché
persiste, les revenus issus du pétrole et du gaz chuteront de 50 à 85% en 2020, atteignant leur plus bas niveau depuis 20 ans. Heureusement finalement, que cette inquiétude ou que cette prévision n'a pas été en réalité dans les faits, puisque nous perdons à peu près donc un peu plus d'un tiers de nos revenus. Alors, ce qu'il faut noter également, c'est que pour parler des autres secteurs, le secteur des industries manufacturières, des transports, du tourisme, de l'aviation, donc l'aviation chez nous donc, a subi un choc, notamment Air Algérie, pour lequel, à mon avis, il va falloir un plan Marshall pour la sauver, parce que le pavillon national, c'est une question de souveraineté, que les jeunes ne l'oublient pas, que nos étudiants ne l'oublient pas. Quand il s'agit de souveraineté, il y a des traitements particuliers. Alors donc, voilà, si vous voulez, ce que je peux dire sur ça. Donc, à ce propos, donc, la Chine a repris pour son transport aérien, donc elle a repris son niveau de 2019, donc depuis quelque temps. Voilà, donc en dehors de la Chine, donc scénario en K, donc le scénario de reprise le plus probable, va se concrétiser au cours de l'année 2021, avec des agendas différés, selon les réactivités, les plans de relance qui ont été mis en place, parce que pour 2021, même si les financements ont été mobilisés, encore que l'Union européenne a des difficultés de mettre en place ces financements, parce qu'il y a des pays comme la Hongrie, la Pologne, je crois, la Slovénie, qui ne veulent pas de conditionnalité donc à ces capacités d'endettement qu'a ouvert donc la Banque européenne de développement par l'Union européenne. Donc, il faut qu'il y ait donc à la fois les financements mobilisés et les études sur les secteurs à relancer, les projets nouveaux à mettre en place, etc. Donc, et ça va être au courant 2021. Un dernier point sur la question. Nouriel Robinet, quant à lui, éternel pessimiste, n'exclut pas le scénario catastrophe en L. Moi, je l'avais mis de côté, mais là, je reviens pour vous dire que simplement, il n'exclut pas à l'horizon 2030. Il soutient en effet la thèse que l'économie mondiale se dirige vers, je le cite, vers une super grande dépression dont elle n'en sortirait qu'en 2030. Il a déclaré ça, donc la référence vous est donnée dans le texte que je vais remettre donc à l'école. Alors c'est pour ça que je vous disais qu'on est dans un nouvel environnement international incertain et porteur de menaces que nous aurons à inscrire dans les ajustements conjoncturels et les nouvelles stratégies économiques de l'Algérie. Il faut qu'on tienne compte de tout cet environnement, car nous sommes partie prenante et inclus dans cet environnement, même si les niveaux d'ouverture et les structures d'ouverture ne sont pas les mêmes que celles d'autres pays de la région MENA, par exemple, pour ne citer que. Alors, quels ajustements conjoncturels et quel nouveau paradigme économique et géopolitique pour l'Algérie? Géopolitique parce que la concurrence est là. Vous avez vu ce qui se passe pour les vaccins. Finalement, les États-Unis, alors c'est à qui sera le premier à ajuster, à produire les vaccins et puis à les mettre en service pour pouvoir changer le rapport de force géopolitique au plan international, parce que ça y contribue. Maintenant, ce qu'il faut connaître, c'est que la situation sanitaire est un élément de stratégie de souveraineté fondamentale. Et on voit arriver à la fois des vaccins aux États-Unis, en Europe, en Angleterre, en Russie, en Chine, avec des degrés d'efficacité qui vont apparaître à l'épreuve des faits. Mais ceci dit, c'est pour vous dire que la situation géopolitique et économique post-Covid va être déterminée par des éléments de concurrence. Et j'espère que ça ne se transformera pas en élément de confrontation. Et donc, je cite à cet égard
qu'il y a donc des volontés, si vous voulez, protectionnistes, nationalistes qui sont en train de se développer dans les pays, de l'Union européenne, donc où on veut relocaliser en Europe donc des installations qui étaient admises par les chaînes de valeur internationales en Chine, et la même chose aux États-Unis. Alors le problème, c'est de savoir est-ce que ils seront capables de les faire, et est-ce qu'ils vont persister dans une vision protectionniste. Alors, un signal le montre très bien, c'est le fait que, par exemple, les règles de l'OMC sont piétinées. Les États-Unis passent outre les engagements qu'ils ont signés. Je ne parle pas du climat, hein. Donc, je parle, par exemple, des relations économiques, si vous voulez, qu'ils ont avec un certain nombre de pays, notamment la Chine. Donc, ils passent outre les accords qu'ils ont signés dans le cadre de l'OMC, et donc ils introduisent pour le principe de protection de la production nationale, donc ils introduisent des taxes nouvelles, etc. Donc on voit donc, y compris vis-à-vis de l'Union européenne. Alors donc, si vous voulez, les régulations internationales sont en train d'être remises en cause, et c'est les rapports de force qui sont en train, bilatéraux en général, donc, et qui sont en train d'être, si vous voulez, le marqueur, et c'est ça l'inquiétude, c'est pour ça que j'ai parlé d'incertitude. Alors, ça, c'est un aspect qui est important, et sur lequel donc, il va falloir donc, parler, donc, et qu'il ne faut pas oublier. Et donc, je voulais juste rajouter sur ce point, si vous voulez, un aspect qui me semble tout à fait important pour nous. Donc, c'est finalement comment nous situer, si vous voulez, comment donc situer, si vous voulez, notre problématique post-Covid. Donc, elle est largement, si vous voulez, donc conditionnée et encadrée par, si vous voulez, des problèmes structurels sur lesquels il va falloir que l'on insiste, parce qu'ils sont souvent oubliés. Nous sommes dans une économie à financement rentier qui est en extinction. Il est en extinction depuis 2007. Ce n'est pas une question uniquement de prix, des prix qui ont baissé depuis 2014, donc, qui ont été donc à l'origine. C'est que les quantités d'hydrocarbures que nous mettons sur les marchés internationaux est en train de diminuer progressivement. Elle continue de diminuer. Et à un moment donné, si vous voulez, elle va rencontrer la courbe de la consommation nationale, comme on a donc une consommation de gaz, par exemple, qui a deux chiffres. Donc, on va devoir arbitrer entre exporter notre gaz ou bien donc assurer la sécurité énergétique de notre pays. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si vous voulez, le financement par les ressources d'exportation d'hydrocarbures de notre économie et de notre balance des paiements est en train de s'amenuiser. Donc, on arrive à la fin des réserves de change. Donc, ça, c'est un aspect qu'il faut souligner. J'ai encore un peu de temps, madame? Très bien. Alors, donc, ce que je voudrais dire, donc, c'est un premier élément. Et donc, on a épuisé, si vous voulez, notre rente pétrolière, et les gens sont accrochés encore au prix des hydrocarbures, alors qu'il est épuisé. Donc, il y a plus. Donc, on arrivera. Donc, on est à des niveaux de production qui sont en baisse continue depuis 2007, que ce soit pour le gaz, que ce soit pour le pétrole. D'ailleurs, dans un souci d'économie nationale, il va falloir, à mon avis, que des réformes structurelles se mettent en place dans la tarification de l'électricité et des carburants. Et ça, jusqu'à présent, donc, si vous voulez, donc, les pouvoirs publics ne l'ont pas pris en considération. Ils mettent la poussière sous le tapis.
parce que, gars, ça risque de créer des problèmes sociaux. Mais le gaspillage, ce n'est pas non plus dans nos valeurs, et donc on ne peut pas l'accepter. Il y a du gaspillage, il y a des fuites aux frontières. Allez voir ici, donc à la place des Martyrs à Alger, quand il n'y avait pas le confinement, donc les bus laissaient leur moteur toute la journée allumé. Parce qu'il démarre plus rapidement, il remplit ou il rend. Et puis surtout, le fuel, donc le diesel, il coûte pas cher. C'est pas possible ça. Et ça, on peut multiplier ce type d'exemples dans le plus infini. Donc, il faut quand même savoir raison garder. Et ça, c'est un premier aspect. Alors, donc, aussi au cœur de la problématique de l'émergence algérienne, il y a le défi productif. Il faut investir et allumer d'autres moteurs de la croissance. Donc, on a par exemple, je voudrais citer donc simplement un chiffre de Ahmed Bouyakoub, qui est un économiste d'Oran, je le salue au passage, et donc il a fait une étude pour les pays de la région MENA sur les ratios entre l'IDE et la FPCF, c'est-à-dire les investissements directs étrangers, sur donc le rapport entre les investissements directs étrangers et la formation brute du capital fixe. En Algérie, on est à peine à 3%. Donc l'Égypte, c'est 16%, la Tunisie, 18%. Voilà, donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va falloir casser ce verrou. Donc on a un problème sérieux d'équilibre de notre balance des paiements, donc un problème de devise, donc un problème d'une extinction datée de nos réserves de change. D'où vont venir les devises? Donc il va falloir ouvrir. On a ouvert en ayant enlevé 51,49, mais ça ne suffit pas. Donc il va falloir avoir des politiques proactives en matière d'investissement direct étranger. Donc ça, c'est un premier point, parce qu'on est très en retard là-dessus. Donc je vous ai donné ces chiffres-là. Donc libérer, parce que c'est un moyen de financement, et c'est un moyen aussi de pouvoir, et donc également avoir une relance productive vertueuse. Il y a une rationalisation budgétaire en réduisant les gaspillages en matière de transferts sociaux. Ça c'est inévitable. Quel que soit surtout que si l'on met comme postulat de ne pas recourir au financement extérieur, ça limite considérablement les solutions. Alors donc là, c'est un premier aspect. Donc, il va falloir allumer des moteurs de la croissance qui permettent une exportation massive et donc une disponibilité de devises qui viendrait donc compenser cette chute qui va être brutale de nos recettes à l'extérieur. Et ça, il va falloir éviter de faire ce qu'on a fait pour la filière automobile. C'est-à-dire qu'on a utilisé une stratégie qui n'est pas la nôtre. CKD, elle a été conçue dans les pays qui producteurs et exportateurs de véhicules. C'est une façon pour eux de vendre leurs véhicules, d'élargir leur part de marché, simplement au lieu de la vendre en tant que telle, ils vous la donnent en kit. Avec toutes les facilités, et ça n'a pas d'effet industrialisant. Donc on a vu avec tous les procès qui ont eu lieu et qui se déroulent. Donc ça veut dire que c'est une erreur systémique en plus. Donc il va falloir, parce qu'il n'y a pas un pays émergent au monde qui a développé sa filière automobile avec cette approche. Je parle, le Brésil, c'est 300 000, 400 000 véhicules dédiés à l'export, le Mexique, la Thaïlande, d'autres pays. Donc c'est ça ce qu'ils ont choisi. 50 000, 40 000 véhicules importés pour uniquement, si vous voulez, la demande domestique, avec des niches fiscales extrêmement importantes. Alors, il va falloir changer de ça. Alors, donc, il y a le développement, à mon avis, de la pétrochimie à faire, parce qu'on exporte du pétrole qu'on réimporte sous forme de produits pétrochimiques. C'est pas normal. Alors qu'on devrait le faire. Par exemple, à l'époque où j'étais directeur général de l'entreprise nationale d'ingénierie pétrolier, on avait un projet à Skikda
pour une unité de linéaire alkylbenzène. Le linéaire alkylbenzène, LAB, est un intrant pour les détergents. Quand il y a eu, si vous voulez, donc, si vous voulez, le contrat, le pacte des actionnaires entre Henkel et l'ENAD, je crois, donc il était question que Henkel fasse cette usine. Pourquoi? Parce qu'à Skikda, je crois qu'il y a des étudiants de Skikda dans votre institut, il y a tous les si vous voulez, les produits de base pour la pétrochimie, notamment pour le lab, existent. Il y a une grande raffinerie de 15 millions de tonnes qui est orientée vers la pétrochimie. Et donc, et l'ensemble des produits. Alors, c'est un projet de 30-40 millions de dollars. La privée, la publique. Et on continue d'importer le linéaire alkylbenzène pour produire nos détergents, donc dans une unité de détergent de transformation. C'est aberrant, ça. Ça, c'est le syndrome hollandais. Quand on achète, on n'aura pas de problème. On achète tout ce qu'il faut. Le chéquier est disponible. Ce n'est plus le cas. Et donc, ce que je veux dire, c'est que des projets, par exemple, comme dans les engrais, dans les phosphates, dans les gros projets structurants qui vont générer de la valeur ajoutée, et donc de taille importante. Avec également, évidemment, le développement, évidemment, des startups, de la digitalisation qui devront être accompagnées par les grands groupes. Seuls, à mon avis, ils vont se heurter à des problèmes de marché. Donc, les grands groupes devront accompagner donc ces startups. Si vous voulez, l'État est en train de les soutenir, mais il n'aura plus à un moment donné la capacité budgétaire de le faire. Ça va être leur propre marché, comme je l'ai dit à l'incubateur de Sidi Abdallah, donc dans ma conférence la semaine dernière. Donc, c'est leur propre développement, c'est le développement du marché interne et à l'international qui vont leur permettre, si vous voulez, à la fois de se financer et de grandir, parce qu'il faut qu'ils grandissent. Donc, voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire sur la situation économique. Donc, alors, il faut gagner la bataille de la substitution aux importations de services. Ça, c'est inacceptable qu'on continue, si vous voulez, l'importation de services. On n'est pas capable de développer des plateformes, encore que c'est gratuit pour certains cas, mais des plateformes pour faire des webinars, on peut les développer. La conférence que j'ai faite a été faite sur une plateforme développée par des jeunes Algériens, dédiée d'ailleurs à la médecine. Et ça nous a permis de faire, non pas de recourir à d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recourir à d'autres technologies, mais il faut bouger, il faut développer ses propres industries du contenu pour qu'elles soient exportables aussi. Mais chez Gadbark, on est en situation, si vous voulez, d'absorber uniquement sans en retour avancer. Alors, est-ce qu'on pourra atteindre la réduction des 7 milliards de dollars d'importation de services qui avait été fixé comme seuil, comme objectif par le président de la République? Et cette mesure rentre dans le cadre d'une substitution aux importations, y compris de services. Donc, il va falloir, on a des capacités d'engineering à développer. Malheureusement, dans le passé, j'en sais quelque chose. Chaque fois que des capacités d'engineering émergeaient dans le secteur que je connais, le secteur des hydrocarbures, on dissout. On dissout le qu'est-ce qu'on fait? On dissout en faisant la dissolution de ces entreprises. Donc, c'est toute la mémoire technologique du pays du secteur en question qui disparaît et on continue à faire appel à des clés en main, donc sans connaître réellement le contenu et sans maîtriser les choses. Voilà donc l'effort dans le BTPH. Donc, le marché, par exemple, chez nous a diminué, donc il faut aller vers les marchés africains. Je ne vois pas. La réponse, elle n'est pas uniquement d'être à la demande de subventions publiques. Ça, c'est terminé. Parce que sur le plan budgétaire, on a des déficits budgétaires qu'on n'arrive même pas à financer et qu'on sera obligé de financer par
à un moment donné, si ça continue, par des moyens extérieurs. Parce qu'on n'arrive pas donc on n'arrive pas donc parce que peut-être que sur le plan de notre budget de fonctionnement, donc il va falloir faire des coupes sévères qu'il va falloir assumer. Donc voilà. Et également parce que il va falloir recourir à notre propre expertise, pour régler nos problèmes. Voilà donc ce qu'on peut dire si j'ai encore. Alors, je vais conclure parce que donc le texte est un texte de 16 pages, 17 pages, donc je ne vais pas donc tout vous le retrouverez. Donc, pour conclure, je pense qu'il est difficile d'avoir des éléments définitifs d'analyse, tant les éléments d'incertitude sont nombreux, on les a vus, au plan international, et à probabilité variable d'ailleurs, comme nous l'ont montré, donc, comme je vous l'ai indiqué. Donc, mais l'une des certitudes, c'est que si l'Algérie ne sort pas le plus vite possible de la fausse zone de confort créée par une rente d'hydrocarbures épuisée, je dis bien épuisée, ou en voie d'épuisement, nous rejoindrons la cohorte des pays perdants de la crise. Moi, quand je aussi, l'engagement des réformes économiques structurelles me semble nous renvoyer désormais au champ existentiel. Il s'agit finalement, avec les menaces géopolitiques, les menaces sécuritaires à nos frontières, vous avez vu. Donc maintenant, toutes ces menaces sur pratiquement l'ensemble de nos frontières. Et il va falloir donc assurer sa sécurité, hein, parce que la sécurité est un élément. Sans la sécurité, le développement, l'économie, la bled d'ailleurs. Donc, pour ce faire, la mobilisation d'un large front social et politique est requis. Il faut que le front social soit amarré à un consensus politique qui dépasse les contingences partisanes et idéologiques. Il faut le dire de façon très, très nette. Le chemin est étroit, mais c'est la seule voie pour l'émergence d'une économie diversifiée, robuste et inclusive. L'Algérie a là le potentiel. Elle dispose du capital humain, des ressources naturelles et des infrastructures. Il lui faut une vision et il lui faut une détermination politique et il lui faut également mobiliser l'ensemble de son expertise en Algérie et dans la diaspora. Merci. Merci, je vous remercie, Monsieur Mekidesh, pour cette riche et pertinente analyse qui donne une image inquiétante de l'économie algérienne, qui est bien et belle rattachée à un monde qui tourne au ralenti en raison de la COVID-19. Je m'oriente à présent vers notre invité, Monsieur Nemouchi, pour avoir son avis sur le sujet. Donc, je vous prie de bien vouloir activer votre caméra et votre son, Monsieur Nemouchi, s'il vous plaît, avant de passer à la partie débat. Entre-temps, j'invite nos chers étudiants à lever la main et attendre que je leur donne la parole ou carrément rédiger leurs questions via la partie chat. Merci. Donc, c'est à moi la parole. Oui, Monsieur Nemouchi. Merci. Bien, donc moi, je vais commencer d'abord par exprimer mes vifs remerciements pour tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette rencontre. Et il faut dire que on en avait vraiment besoin, sachant que le débat économique dans notre pays n'est pas suffisamment riche, alors que les questions qui se posent sont devenues plus complexes et plus importantes. Donc, bravo pour cette initiative. Et je tiens à remercier de façon particulière notre ami Maya Ben Abdelhafid, qui a quand même s'est donné à fond pour faire aboutir cette opération, et surtout qu'elle a réussi à me convaincre de rejoindre la génération 2.0
en participant à cette rencontre via les nouvelles technologies. Donc, voilà ce que je voulais dire en guise de remerciement. Et Monsieur Mekidesh, j'ai envie de vous dire que ce sont de belles retrouvailles parce que la dernière fois qu'on s'est vu, ça remonte à 1979. Ça ne nous rajeunit pas, hein. C'était à l'occasion d'un séminaire organisé par le CREAD sur l'industrialisation en Algérie à Oran. Voilà. Et il faut dire que depuis ce jour, les ponts ont été coupés et donc c'est avec un vif plaisir donc, que je vous revois parmi nous, apporter votre contribution et surtout à nos étudiants qui ont vraiment besoin de l'apport, donc si vous voulez, de leurs aînés qui ont une riche expérience. Voilà, donc le sujet développé par M. Mekidesh est d'une très grande importance. Il pose des problèmes complexes. Et donc, je pense que la thématique est tellement riche qu'il n'est pas facile, il n'est pas aisé de pouvoir l'aborder donc, à l'occasion d'une seule intervention. Moi, je pense que dans votre exposé, M. Mekidesh, vous avez, donc, si vous voulez, développé une approche analytique donc, qui cible donc, les questions les plus importantes en partant de la pandémie et de son impact à la fois sur l'économie nationale et en même temps sur l'économie mondiale. Et c'est vrai que cette crise sanitaire, et peut-être que c'est la première fois que cela arrive, c'est la première fois qu'une crise sanitaire impacte l'économie mondiale avec une si forte intensité. Et un autre point qui mérite d'être souligné et que vous avez, donc, si vous voulez développer, c'est que cette pandémie, en impactant l'économie mondiale, donc, si vous voulez, a suscité en nous le doute sur la capacité des thèses dominantes, des thèses économiques dominantes à ce jour, d'apporter des solutions qui se posent à cette économie mondiale. Donc, le mythe, donc, si vous voulez, de cette mondialisation économique qui peut être profitable à tous, moi, je pense que ce mythe est aujourd'hui battu en brèche. Et l'exemple que vous avez donné avec celui des vaccins nous montre qu'on est revenu quand même, donc, si vous voulez, à des systèmes économiques où c'est le chacun pour soi et donc le retour au protectionnisme. En ce qui concerne, si vous voulez, le point relatif à l'Algérie, c'est vrai que cette crise, à mon avis, elle a révélé avec plus d'ampleur les vulnérabilités de l'économie algérienne. Et parmi ces vulnérabilités, et qui ont été, donc si vous voulez, présentées dans votre exposé, c'est qu'il y a d'abord ce problème, donc si vous voulez, de l'énergie, qui devient extrêmement préoccupant. En soulignant l'idée selon laquelle notre pays aujourd'hui connaît une baisse de la production des hydrocarbures en volume depuis 2007, d'une part, et que la consommation énergétique nationale augmente d'autre part, donc il y a un sérieux problème quant à la capacité future de l'Algérie à trouver des financements à la fois pour satisfaire les besoins internes et externes. Et peut-être moi, je vais un peu plus loin, et donc si vous voulez, ce n'est pas tout simplement pour, si vous voulez, c'est pas dans un souci, donc si vous voulez, d'aller vers la psychose, mais j'envisage, si vous voulez, un scénario qui peut paraître donc impensable aujourd'hui. Scénario selon lequel
l'Algérie pourrait basculer d'un pays exportateur d'hydrocarbures à un pays importateur d'hydrocarbures. Donc, c'est pour ça que peut-être, donc, si vous voulez, ces préoccupations actuelles et les perspectives qui en résultent nous obligent aujourd'hui, donc, si vous voulez, et ça aussi, vous avez très bien fait de le souligner, à développer de nouveaux paradigmes pour permettre à notre pays de sortir de cette dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Ça fait quand même 4 décennies. Ça fait 4 décennies, on entend le même discours comme quoi il faut sortir de la décennie des hydrocarbures et jusqu'à ce jour, malheureusement, donc cela n'a pas abouti. Donc, ça, donc si vous voulez, la première vulnérabilité, donc si vous voulez, et ça me donne l'occasion, donc si vous voulez, un petit peu, d'enrichir un peu plus, donc, et d'ouvrir, de proposer de nouvelles pistes de réflexion par rapport à ce que vous avez développé. Le deuxième point, c'est évidemment, cette pandémie a révélé aussi la faiblesse de notre système financier. Et la question, le problème de liquidité qui se pose quand même maintenant depuis près de 6 mois, ça fait un semestre, le problème de liquidité que l'on a tendance à réduire simplement à un problème de logistique au niveau d'Algérie Post. Moi, je dis que le problème est beaucoup plus sérieux que ça. Le problème de liquidité, c'est la conséquence d'une crise monétaire qui est en train de s'amplifier, qui est en train de s'aggraver. Et par conséquent, donc si vous voulez, ça pose le problème de revoir de fond en comble, donc si vous voulez, la nécessité de rénover en profondeur le système financier pour qu'il devienne moins dépendant des ressources de la Banque centrale. Et donc, si vous voulez, ça pose, donc, si vous voulez, la nécessité urgente, donc, si vous voulez, de lutter contre l'informel et de mobiliser toutes les ressources financières qui se trouvent en circulation. Donc, ça, si vous voulez, donc le problème de liquidité, évidemment, aussi qui a été mis en avant par cette crise pandémique. Alors, moi, j'ai envie de proposer quand même, si vous voulez, par rapport à ça, j'ai envie d'abord de me poser une première question. Est-ce que l'Algérie a une vision? Est-ce qu'elle a une stratégie de développement? Il faut se poser d'abord cette première question. Bon, tout le monde parle de la nécessité d'aller vers des réformes. Et seulement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces réformes. Qu'est-ce qu'il faut réformer? Par quoi il faut commencer? Peut-être que l'erreur, moi je pense, l'erreur à ce jour, c'est d'avoir cette ambition de vouloir faire des changements en même temps et sur tous les fronts. Et là, ça m'amène donc, si vous voulez, à donc proposer l'idée que nous avons d'abord besoin, avant de parler de réforme, de faire un diagnostic de notre économie. Un diagnostic qui permet donc de déterminer les goulots d'étranglement les plus importants. Et partant de là, à ce moment-là, élaborer un calendrier de réformes, donc si vous voulez, qui cible, donc qui apporte les solutions à ces goulots d'étranglement, donc si vous voulez, les plus importants. Ça, donc si vous voulez, l'idée de diagnostic, pour moi, donc si vous voulez, s'avère nécessaire. Dans une entreprise, quand une entreprise veut envisager, donc si vous voulez, son développement dans le futur, il y a, il y a d'abord, si vous voulez, un diagnostic et il y a un business plan. Et moi, si vous voulez, je me dis que notre pays aussi a besoin d'un business plan, à la fois qui renferme une opération, donc si vous voulez, de diagnostic et une deuxième partie sur les perspectives. Et donc, une fois le diagnostic établi, à ce moment-là, on voit quelles sont les réformes les plus importantes à mener. Et ça, dans le cadre d'une vision de développement global. M. Mekinash a très bien souligné l'idée selon laquelle les schémas
de développement générés par les politiques d'ajustement structurel que proposent les institutions financières internationales, ces schémas aujourd'hui sont dépassés. Et il y a peut-être un besoin aujourd'hui à rénover. Donc, si vous voulez, ou simplement, si, je ne dis pas rénover, je dis au moins à s'appuyer sur les travaux théoriques les plus récents pour essayer, donc, si vous voulez, de voir le type de stratégie de développement dont nous avons besoin. Aujourd'hui, on parle de croissance économique endogène. Ça, donc, si vous voulez, c'est un point important dans la mesure où il met en avant l'importance du capital humain dans le développement économique et l'idée selon laquelle aujourd'hui, le capital humain est devenu le facteur de production le plus important. Par le passé, on se dit, il suffit d'importer des équipements, recruter de la main-d'œuvre et à partir de là, donc, on peut donc engager des processus de production et donc arriver à la croissance. Or, si le capital humain ne suit pas, ça ne peut pas marcher. Et le meilleur exemple que l'on peut citer, c'est l'exemple de l'industrie automobile. On a pensé qu'il suffisait d'importer quelques équipements et construire des hangars, et avec ça, donc, on se dit, ça y est, on va développer l'industrie automobile. Et lorsque le moment est venu de recruter le personnel qui a les compétences dans le domaine de l'industrie automobile, on s'est retrouvé finalement donc qu'il n'y avait pas ce personnel. Donc, croissance économique endogène, une croissance économique inclusive, c'est-à-dire croissance économique qui profite aux larges couches de la population. Et enfin, une croissance économique qui crée de l'emploi, créatrice de l'emploi pour essayer un petit peu de diminuer, donc, si vous voulez, le chômage. Je ne voudrais pas, donc, si vous voulez, j'aimerais quand même laisser l'occasion à nos étudiants pour qu'ils profitent de la présence de M. Mekidesh pour, donc, si vous voulez, participer au débat en posant leurs questions. Je termine simplement avec une dernière idée. Et là, si vous voulez, M. Mekidesh est très bien placé pour comprendre un petit peu ce que je voudrais dire. En matière d'industrialisation, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de révisiter une notion qui était largement développée et répandue dans notre pays dans les années 70? C'est cette notion d'industrie industrialisante. Il ne s'agit pas de revenir, si vous voulez, au modèle qui a été appliqué dans les années 70, mais de le révisiter, d'essayer de comprendre comment, en lançant des projets industriels, faire en sorte que ces projets industriels produisent des effets d'entraînement en industrialisant encore plus le pays. Donc, c'est dans cette perspective-là que je parle d'industrie industrialisante. Et donc, c'est une idée, si vous voulez. Bon, on peut lancer comme ça et voir dans quelle mesure. Peut-être qu'aujourd'hui, il convient de mieux industrialiser le pays en essayant de développer une industrie manufacturière. C'est à la fois l'occasion de satisfaire donc, le marché national en biens de consommation pour aller progressivement vers l'industrie des biens d'équipement. Donc, il s'agit d'inverser la relation qui avait prévalu dans les années 70, puisqu'on a commencé par les industries des biens d'équipement et on pensait qu'ensuite on pourrait passer à l'étape des industries des biens de consommation, donc inverser cette relation. Voilà. Donc, je ne vais pas tarder plus longtemps et donc je m'arrête à ce niveau-là. Si peut-être tout à l'heure dans le débat, on pourrait encore, donc si vous voulez, intervenir plus. Merci. Je réponds ou on fait un tour de table? Pardon. Oui, je vous donne la parole et ensuite on va s'adresser aux étudiants. Allez-y, M. Mekidesh, vous avez la parole. Alors donc, moi je suis très heureux de revoir de nouveau aussi le Mouchi, donc on ne s'est pas vu depuis 1979, et je suis très content de sa participation. Vous auriez pu peut-être
convaincre Ben Kritli et le directeur d'être présents, ça aurait été encore mieux. Mais enfin, ils auront la vidéo. Ils ne perdent rien au change. Ceci dit, donc, moi, je voudrais simplement, puisqu'il l'a évoqué, parler du dernier point sur les industries industrialisantes. Vous savez, donc j'ai fait ma thèse donc, à Grenoble 2, et j'ai un rapport particulier avec cette école de Bernice et de François Pérou, en fait créée par François Pérou. Et sur les industries industrialisantes, je suis en train de travailler si vous voulez, un champ long, un champ temporel beaucoup plus long, sur les différentes expériences des pays émergents avec les modèles d'industrie industrialisante, comme vous le citez, qui est l'un des modèles, le modèle de substitution aux importations qui a été mis en place en Amérique latine, surtout avec Furtado en particulier, et les industries orientées vers l'export. Alors, il y a d'abord un point, c'est que vous savez que de Bernice a remis toute sa bibliothèque, tous ses livres. Il a une bibliothèque considérable. Il a fait un don à l'université d'Alger et à la faculté des sciences économiques à l'université d'Alger, donc à la bibliothèque de l'université d'Alger. Et à l'occasion du 10e anniversaire de son décès, donc ses élèves, ces élèves avaient souhaité faire rendre un hommage par un séminaire qui a au cœur de sa problématique ce que vous venez de dire. Un séminaire qui serait fait à Alger, avec donc ses élèves, les professeurs de Grenoble, mais pas uniquement en France, mais également en Europe et aux États-Unis. Donc souhaitaient, avec leurs amis algériens, leurs collègues algériens, rendre hommage en faisant donc un séminaire sur ces questions-là et sur, si vous voulez, l'actualité de ces thèses-là. Malheureusement, donc, sur ces industries industrialisantes, si vous voulez, la vision a été bloquée ensuite parce que lorsqu'il avait fallu continuer le processus par le deuxième cycle des industries qui était celle de transformation. J'en connais quelque chose, j'étais à SCICTA, donc par exemple pour la pétrochimie, on avait mis en place les grandes bases de la pétrochimie, mais lorsqu'il fallait mettre les ateliers dans celui dont j'ai parlé tout à l'heure sur les détergents, donc on a eu un changement de paradigme politique. واش صرا قال pour une vie meilleure من أجل حياة أفضل. هذا هو الشعار نتاع الحزب جبهة التحرير في هذاك المؤتمر الخامس اللي غير النموذج الاقتصادي اللي كان موجود، اللي كان موجه ل في حاجة أخرى. يعني هذا يعني ça je pense que c'est une problématique à mon avis qu'on doit reprendre pour tirer les leçons de l'histoire économique récente des pays émergents. Pourquoi ça n'a pas fonctionné chez nous? Essentiellement pour ma part pour des raisons politiques, essentiellement parce que et également maintenant comment donc on peut s'adapter, si vous voulez adapter ce schéma à la mondialisation. Donc les Chinois disent donc peu importe que le chat soit noir ou gris, l'essentiel est qu'il attrape les souris. Donc maintenant donc il y a plus de pragmatisme à avoir et je pense que c'est une réflexion à avoir pour éclairer notre vision. Vous avez tout à fait raison d'insister sur la vision. La vision a dit et puis on parle, si vous voulez, d'éléments factuels pour construire une vision. Non, il va falloir avoir donc une démarche plus systémique, plus fondamentale pour s'inscrire dans les évolutions internationales, mais également en tenant compte des facteurs que vous avez soulignés, le capital humain. Dans une conférence internationale sur l'émergence en Afrique, tenue en 2017 à Abidjan, j'ai défendu la thèse que les pays qui ont émergé ont eu 4 prérequis. 1, le capital humain. 2, les institutions, au sens de Douglas North, c'est-à-dire les institutions. Le marché est une institution. Le système bancaire est une institution. Par exemple, donc ça signifie quoi? Donc il va falloir séparer entre l'argent et la politique. Là aussi, donc ça fausse la compétition du marché. Car plus tu es près du pouvoir politique, avec les crédits bancaires ou les crédits. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces institutions doivent pouvoir séparer le fonctionnement de la sphère économique, de la sphère politique. Ce n'est pas les mêmes référents. Et donc ça, Et également, troisième élément, c'est la sécurité. Sans sécurité, mais il n'y a ni développement ni rien du tout. La sécurité au sens large. Donc, la sécurité et quatrièmement, les infrastructures. Sur la sécurité et les infrastructures, on est bon. Sur le capital humain, donc, je pense qu'on
on est sur le podium africain de l'indice de développement humain du PNUD depuis plusieurs années comme premier sur le continent. Je ne parle pas des îles donc de l'île Maurice donc qui sont externes. Et sur le plan des institutions, c'est pas net. Donc le marché informel, c'est devenu une institution. Dans l'institution, ça fonctionne avec ses propres règles. Avec donc la nécessité d'avoir des institutions, de construire donc si vous voulez le marché, et puis également d'avoir une vision qui tienne compte à la fois de nos capacités, de nos ressources et de notre capacité également à nous imposer sur les marchés extérieurs et à le faire. Donc ça c'est un aspect qui est et la lutte contre l'informel, vous l'avez indiqué. Cet informel doit être à mon avis avec une démarche, c'est donc une démarche différenciée, parce qu'il y a plusieurs types d'informels. Il y a le gros informel qui est dans l'import-export, dans l'import-import et qui a des systèmes d'exportation de devises, qui a des systèmes logistiques qui sont basés dans des chaînes internationales à Dubaï, en Chine et partout, donc, et qui faussent tout à fait si vous voulez, nos échanges avec le reste du monde. Et il y a l'informel de la petite activité qui sont utiles, mais qui ne sont pas déclarés. Donc, il va falloir trouver les formules. Et d'ailleurs, maintenant, le problème se pose lorsqu'il y a eu la pandémie. Et je le dis aux étudiants, lorsqu'il y a eu la pandémie, beaucoup de la population ou des travailleurs dans l'informel souhaitaient donc émarger au système de protection qui a été mis en place par l'État. Mais il faut vous inscrire auprès de l'administration fiscale, pas des régimes particuliers, mais il faut vous inscrire, il faut que vous existiez fiscalement. Une entreprise, c'est un sujet fiscal d'abord. Ça, c'est dans tous les pays du monde. L'entreprise est un sujet fiscal. Donc, et également, sur le plan, vous faites bien de dire aussi que sur le plan, si vous voulez, bancaire, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de ressources propres générées hors, si vous voulez, suffisamment en tout cas, hors appui banque centrale, au système bancaire de détail. Et ça, c'est un vrai problème. Vous vous rendez compte, on est le seul pays au monde où il n'y a pas de banque privée locale. Le syndrome Khalifa Mazalou, il fait Alors, il faut sortir de cette situation. Donc, l'épargne qui existe un peu partout, qui existe et qui est doit être bancarisée sous une forme, sous une forme, à mon avis, qui puisse donner des garanties. Pour ça, il faut la confiance. Et la confiance, il faut la rétablir. C'est pour ça que j'ai parlé du consensus social, appuyé par un consensus politique large. Car on peut différer sur un certain nombre de questions idéologiques ou d'approches, mais l'existence de l'Algérie pour pouvoir pérenne par son économie, sa sécurité, et ça c'est pas discutable. Ça, c'est une. Donc voilà un peu ce que je. Mais c'est pour ça que je pense que. Alors, il faut évidemment des éléments d'analyse. Quand j'étais au CNES avec Simon Tourilla, nous avions demandé à l'ONS, il y a plus de 2 décennies, 2 décennies, il a dit, donnez-nous des statistiques sur l'industrie algérienne et non pas sur l'industrie publique. À ce jour, les seules statistiques que donne l'ONS, c'est l'industrie publique. Parce que la partie privée, nous, si on donne ça, ça va être utilisé sur le plan fiscal, etc. Alors, il faut refaire la confiance. Car l'industrie algérienne, c'est l'industrie algérienne, tout statut confondu. À ce jour, on ne sait pas le taux de croissance réel de notre industrie. On sait que l'industrie publique, parce qu'elle, d'un point de vue administratif, elle répond aux enquêtes, elle donne des chiffres à son secteur, à sa tutelle, etc. Ça, c'est un vrai problème. On a la dernière enquête qui a été faite sur les entreprises remonte à 2011. Donc, il faut qu'on sache quel est ce tissu d'entreprise que nous avons, comment il évolue, comment il a évolué, etc. Et ça, à mon avis, c'est fondamental. Merci. Je vous remercie. Donc, on a entamé cette partie débat et on va donner l'occasion à nos étudiants qui sont timides. Ils ont posé des questions que je trouve intéressantes. Donc, je vais les lire en attendant que quelqu'un puisse lever la main et intervenir carrément en direct.
Donc, je vais commencer par ordre. Donc, c'est Yassine Zenadi que je salue au passage parce que il a vraiment joué son rôle de délégué pour m'aider à faire la promotion de ce programme ESCF Webinars. Donc, je vous remercie, Monsieur Yassine. Alors, Yassine vous dit, concernant le marché de change, quelles sont les perspectives pour ne plus dépendre des pétrodollars et pour la dévaluation du dinar? Quelles sont les conséquences sur notre économie? Donc, je m'adresse à M. Mekidesh pour répondre à cette question. Oui, c'est une très bonne question. Moi, je crois qu'on est un pays en crise. La variable d'ajustement sur laquelle s'appuyer, d'ailleurs de façon très courageuse, hein, parce que c'est pas parce que c'est une mesure qui n'est pas très populaire, sur laquelle s'appuyer depuis qu'il y avait donc la crise de 2014 et même avant. Donc la variable d'ajustement sur laquelle s'appuyait la Banque centrale pour résister et répondre au choc externe qui était la chute des prix des hydrocarbures, parce qu'elle est en charge, si vous voulez, de l'équilibre de la balance des paiements et de la lutte contre l'inflation. C'est les deux grandes, donc c'est les deux missions essentielles des banques centrales et de la Banque d'Algérie en particulier. Alors qu'est-ce qu'elle faisait lorsqu'il y avait ce choc? Il était trop violent. Elle dévaluait. Elle dévaluait donc progressivement le dinar, ou elle laissait glisser, comme on dit, le dinar, de sorte à obtenir plus. Si vous voulez, elle diminuait la valeur du dinar par rapport à la devise, c'est-à-dire donc le dinar était dévalué par rapport au dollar et par rapport et ça faisait quoi? Ça permettait d'avoir plus de ressources en diminuant, si vous voulez, la valeur du dinar par rapport au dollar, vous aviez plus de ressources. Un. Et deuxièmement, donc, vous émettez un signal pour limiter les importations, parce que importer devenait plus cher. Vous savez à l'inverse, le syndrome hollandais, c'est quoi au plan économique? C'est le fait donc on surévalue sa monnaie nationale à l'effet d'acheter à l'extérieur à des prix plus bas que ceux qui sont sur le marché national. Et ça a conduit au fameux syndrome hollandais en Hollande où toutes les industries, beaucoup d'industries ont disparu, etc., parce qu'ils avaient découvert du gaz à un moment donné. Voilà, ça c'est l'histoire économique. Donc, ce que je veux dire, c'est que le marché d'échange, pour le moment, et tant qu'on n'aura pas allumé d'autres moteurs de la croissance qui vont générer de la devise, vous vous rendez compte, donc on a 2 milliards de dollars. C'est un plafond de verre d'exportation hors hydrocarbures. Nos besoins sont supérieurs. Donc, et on ne peut pas. Et comment faire donc, il va falloir avoir. D'où cette politique, à mon avis, de substitution aux importations qu'on a tardé à faire et qui va permettre, si vous voulez, de produire localement ce qu'on importe. Mais tant qu'on n'a pas allumé d'autres moteurs de la croissance et relayé par des filières, notamment agroalimentaires, notamment minières transformées, etc., et exportées, et limiter la pression sur les hydrocarbures, d'autant que ça a été signalé tout à l'heure, de façon très juste par Nemouchi, il faut qu'on assure notre sécurité énergétique, alors que notre demande est en train de grimper. Le premier objectif, c'est d'assurer notre sécurité énergétique en hydrocarbures et puis de financer les énergies renouvelables parce qu'elles ont besoin d'être financées. Voilà un peu voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je m'oriente vers M. Nemouchi pour avoir un avis sur ce syndrome hollandais parce que je sais qu'il a publié un article de presse qui a attiré les lecteurs. Donc, M. Nemouchi, si vous voulez nous donner des commentaires sur cette question. Je vais essayer quand même d'établir le lien entre la question de l'étudiant et cette notion de syndrome hollandais, hein, pour ne pas se disperser parce que c'est un thème assez vaste et donc on ne peut pas tout dire maintenant. C'est vrai que l'une des conséquences, l'une des manifestations du syndrome hollandais, c'est que ça entraîne, si vous voulez, une appréciation du taux de change réel. Et évidemment, lorsque le taux de change réel s'apprécie, la Banque centrale
procède à des ajustements et elle est contrainte, donc, si vous voulez, d'agir sur le taux de change nominal en le diminuant. Donc, c'est la dévaluation. Donc, quand le taux de change réel s'apprécie, pour le ramener à son niveau d'équilibre, il faut agir sur le taux de change nominal en le dévaluant. Voilà, ça c'est. Et cette notion de dévaluation du dinar, c'est vrai, en plus de ce qu'a dit M. Mekidesh, actuellement dans notre pays, il y a un grand débat sur le recours à la dévaluation comme moyen de financement du déficit budgétaire. En matière de dévaluation, il y a deux types de dévaluation. Il y a ce qu'on appelle la dévaluation compétitive, c'est-à-dire celle qui permet de produire dans un système concurrentiel, dans un contexte de concurrence. Donc, il s'agit de produire à moindre prix et donc d'augmenter ses parts de marché sur les marchés extérieurs, donc exporter plus. Ça, c'est ce qu'on appelle la dévaluation compétitive. Et ce type de dévaluation est le bienvenu puisqu'il permet d'augmenter les exportations. En revanche, le deuxième type de dévaluation, et malheureusement, c'est ce qui prévaut dans notre pays, c'est que la dévaluation est perçue uniquement comme un moyen d'augmenter les recettes de l'État. Quand on dévalue la monnaie, on gagne des devises, évidemment, lorsque le taux de change du dinar se déprécie, on a plus de recettes et ça permet donc de financer le déficit budgétaire. Et la conséquence néfaste pour l'économie nationale, c'est que ce type de dévaluation, donc si vous voulez, entraîne une création de monnaie. C'est une autre forme de la planche à billets, le fait de dévaluer la monnaie pour augmenter les recettes. Donc, si vous voulez, ça entraîne de la création de la monnaie. Et si la production ne suit pas, évidemment, là, on va sombrer donc, dans des situations de tension inflationniste. Voilà donc ce que je peux dire par rapport à ça. Je vous remercie. Je passe à la deuxième question de notre étudiante Warda Bashi, qui revient sur la notion des startups. Alors, Warda, je cite, parmi les alternatives proposées, le développement des startups était la solution la plus adaptée. Selon vous, M. Mekidesh, comment le gouvernement devrait accompagner les petites entreprises dans leur démarche et quelles sont les perspectives de développement de ces dernières? Oui, alors ça c'est une bonne question. Mais moi je suis de ceux qui disent qu'il faut marcher avec les deux pieds. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un écosystème de start-up, certes, mais ce ne sera pas suffisant pour générer oui, donc d'abord maintenir les grands équilibres économiques externes et internes et générer un cash flow donc et une valeur ajoutée suffisante pour pouvoir couvrir les besoins. Donc les start-up, oui, donc d'autant que c'est une filière c'est une filière qui est importante et c'est essentiellement une filière qui doit développer, qui doit être à la recherche de son marché. Lorsque donc j'ai fait ma conférence donc la semaine dernière en webinaire pour Sidi Abdallah pour l'incubateur et le centre qui est dédié donc à soutenir et à accompagner ces startups. Cette question a été évoquée sur la difficulté d'avoir un marché. Donc il va falloir donc que le marché émerge parce que nous sommes un pays sous-digitalisé. Et tant qu'on sera sous-digitalisé, c'est-à-dire que finalement, lorsque vous examinez le nombre d'entreprises en Algérie qui utilisent donc les systèmes digitaux et numériques à la fois pour leur gestion et dans certains cas pour leur process de production, et donc il va falloir connaître tout ça parce que ce sont eux qui vont être utilisés, donc qui vont utiliser les industries du contenu que vont développer les start-upers. Et donc ça c'est ce qu'on appelle si vous voulez le marché donc B2B, business to business, c'est-à-dire des start-up aux entreprises. Il y a un autre segment de marché donc en émergence aussi, c'est B2C, c'est-à-dire de business to consumer, c'est-à-dire to customer, c'est-à-dire de l'entreprise vers le consommateur final. Ça peut être un ménage, ça peut être... Et ça, à mon avis, c'est ça l'accompagnement le plus important que devraient faire les pouvoirs publics. Ils m'ont cité par exemple les coûts onéreux
de la publicité pour eux pour développer leur start-up, pour passer à la télévision. Moi, je vois des tas si vous voulez, de publicité. Donc, pour les industries agroalimentaires, pour eux, ces coûts sont des coûts qui ne sont pas, si vous voulez, en tant qu'industrie manufacturière de masse, comment on dit, donc on peut les amortir dans un cycle d'exploitation. Mais pour un start-upper, on a émis l'idée, si vous voulez, d'avoir des prix préférentiels pour leur publicité sur la télévision publique et sur la télévision pour faire connaître leurs produits. Donc, ceci dit, l'élément aussi qui fait qu'il y a un soutien fort des pouvoirs publics qui a été indiqué, donc que ce soit bancaire, que ce soit même budget fiscal, c'est que donc finalement, elles sont peu consommatrices, au départ en tout cas, si vous voulez, de capitaux. Les capitaux pour leur émergence ne sont pas très importants et donc on peut les accompagner. Et c'est pour ça que il va falloir, et nous avons la ressource humaine pour. Et en plus, ils n'ont pas besoin d'immobilisation, comme vous dites, vous, en tant que comptable, d'immobilisation importante pour pouvoir développer leurs services et leurs produits. Et donc, ils ont besoin d'un système ou d'un incubateur dans lequel ils peuvent développer. Et ça, je pense que c'est l'essentiel, c'est le marché. Il faut qu'ils aillent aussi vers les marchés extérieurs parce que maintenant les plateformes, les industries, les produits des industries du contenu sont sur le marché mondial. Hein. Donc, vous trouvez, donc, et là, donc, je pense que nous avons les ressources humaines et les capacités pour ce faire, et il faut organiser le marché. Merci, Monsieur Bekidesh. Je vais m'adresser à vous à nouveau pour une dernière question. Donc, la question de Mademoiselle Maryam Enfel Fennour. Alors, elle remercie nos invités pour ce webinaire estimé riche. Alors, le président de la République algérienne a déclaré auparavant que l'Algérie ne fera pas recours au FMI. En tenant compte de la situation critique dont souffre l'Algérie actuellement, est-ce possible de changer d'avis? Si oui, ces décisions auront-elles un impact sur la souveraineté nationale? Alors, moi, si j'ai bien compris, c'est la lecture que je fais de la référence qu'elle cite de ce qu'a dit le président de la République. Je pense que le président de la République avait dit que nous n'allons pas nous engager. C'est la lecture que j'en fais, hein, donc j'en prends la responsabilité. La lecture que j'en fais, c'est que nous n'allons pas vers les institutions internationales pour avoir des crédits, si vous voulez, sous conditionnalité, où on risque, si vous voulez, de perdre notre souveraineté et d'avoir à prendre des mesures, comme dans le cas, si vous voulez, du programme d'ajustement structurel, où les apports financiers, les crédits qui sont donnés par les institutions de Bretton Woods sont assujettis à des réformes brutales qui nous ont, entre 1994 et 1998, qui ont fait dévaluer le dinar, d'ailleurs, puisqu'on parle de dévaluation de 1 à 10, et qui ont mis, si vous voulez, des entreprises qui ont investi donc, sur le tapis, elles ont sorti du marché, et nous avons perdu des dizaines de milliers d'entreprises publiques et privées. Et c'est pour ça, donc, ayant tenu compte de cette expérience, en revanche, moi j'estime, et ça c'est un point de vue personnel, que le recours donc, au project financing, vous êtes des financiers, donc vous devez connaître ce type de technique de financement qui permet à un projet de s'autofinancer à partir de son business plan, puisque notre ami donc, a parlé de cela. Donc on peut, si vous voulez, avoir recours au project financing pour ouvrir la voie au moins aux IDE. On ne dit pas d'une part, si vous voulez, aux IDE, Galmacan 5149, et d'autre part, on leur met des boulets en leur disant vous ne pouvez pas avoir accès au project financing. C'est-à-dire c'est le projet lui-même qui s'endette donc, dans le système bancaire international ou dans le système, donc, dans les différentes, et qui mobilise ses financements. Mais dans les, si vous voulez, les remboursements, les garanties sont des garanties qui sont portées par le projet lui-même parce qu'il a un business plan qui tient la route. هذا هو البروجيكت
financing. Et je pense qu'avec tous les projets que nous avons, que ce soit dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur minier, vont recourir, notamment la Sonatrach, elle recourt à ça historiquement depuis tout le temps. Donc, et les crédits concessionnaires, ce sont des crédits à long terme, à très long terme, avec des taux d'intérêt très bas et des délais de grâce plus longs qui permettent de financer les grandes infrastructures, notamment, je pense au port des Cherchel, au port, donc il y a un certain nombre et qui sont le fait, si vous voulez, de relations bilatérales ou multilatérales avec la Banque africaine de développement ou d'autres. Donc, il ne faut pas tout rejeter comme ça et dire, parce que vous avez vu que nos marges de manœuvre sont étroites. Donc, on aura probablement à recourir à ces types de financement. Et je pense que ce serait utile dans votre école que ces véhicules financiers, comme on dit, soient étudiés et fassent l'objet de thèses ou d'études ou de thèses de fin d'études, product financing, crédit concessionnaire et expérience. Donc, quelle est la réalité de ces marchés et d'autres sources de financement possibles. Est-ce que c'est comment, par exemple, donc mobiliser mieux si vous voulez, les encaisses oisives du secteur informel, parce que les politiques qu'on a mises à jour, qu'on a mis en œuvre à ce jour, n'ont pas produit beaucoup d'effets. Donc, je pense aux 7% libératoires qui n'a pas, et pourtant c'était une bonne chose. Il va falloir revenir, en plus évidemment de la finance islamique. On verra ce qu'elle va donner. Donc, mais je vous dis de façon très nette, j'avais discuté avec le ministre des Finances turc il y a quelques années à Istanbul. Quel est le pourcentage de la finance islamique dans l'économie turque? Il y a quelques pourcents. Il faut quand même la mobiliser. Merci. Alors, avant de clôturer, je vais donner la parole à Ayman. Ayman, un étudiant qui voudrait intervenir. Donc, c'est à vous, Ayman, activez votre microphone et si vous souhaitez votre caméra pour poser votre question. Allô. Oui, monsieur Ayman, on vous entend. Oui. Ça va, madame? Vous allez bien? Ça va, merci. En fait, malheureusement, je n'ai pas pu assister toute la conférence à cause de certains empêchements professionnels. Mais quand même, j'ai l'envie mon envie d'intervenir et vient de vous dire merci pour cette initiative. Présentez-vous. Merci, monsieur Bouster Ayman. Bouster Ayman, c'est l'un de nos alumni. Actuellement, je bosse. Non, je suis un ancien diplômé. Et vous bossez où? Je bosse au secteur des assurances. Très bien. En tant que cadre comptable. Très bien. Merci, monsieur. Bon, à propos du sujet, j'ai l'envie de rejoindre l'idée de monsieur Nemouchi que le sujet est aussi grand et son diagnostic, c'est difficilement de le diagnostiquer par une ou deux interventions, mais cela n'empêche que le débat a été très riche et je vous remercie, monsieur Mekidesh, ainsi que monsieur Nemouchi, que malheureusement, il nous a quittés. Revenons à pourquoi j'ai intervenu. J'ai dit que j'avais l'envie d'intervenir juste pour dire à madame Ben Abdelhafid ainsi que tous les gens qui ont veillé à l'organisation de cet événement. Merci à vous. Et je pense qu'un tel mélange entre des gens doués théoriquement comme M. Mekidesh ainsi que M. Nemouchi et d'autre part des gens, des étudiants de cette école qui sont ouverts au tout ce qui est technologique et digitalisation, je pense que ce mélange ne fait que de bons fruits, qu'on espère que ces bons fruits feront l'avenir de la nouvelle Algérie. Et j'ai envie de leur dire qu'il faut bien profiter de telles initiatives et que c'est pas tous les jours que vous voyez des tels grands monsieur sous vos yeux. Donc, le fait juste de voir ce webinaire m'a donné l'envie de revenir à cette école. Et Inch'Allah, je reviendrai, Inch'Allah. Ok. Merci Ayman. Ayman, c'est un brillant étudiant qui est la fierté de l'école. Je vous remercie, Ayman. Donc, restez branchés. Moi, je vais me permettre merci. Je vais me permettre de donner une petite conclusion. Donc, à partir des interventions de nos invités, du débat, je me suis permise de rédiger, disons, quelques lignes.
Donc, selon moi, le monde tourne au ralenti. 5 scénarios ont été dévoilés, U, V, W, L et K, ce dernier étant le plus espéré, étant donné la conjoncture actuelle. Au niveau national, les hydrocarbures constituent la pierre angulaire de l'économie algérienne. Depuis 2014, la baisse des cours du pétrole a réduit le budget. La COVID-19, avec le choc pétrolier et le confinement des travailleurs, n'a fait qu'aggraver cette situation déjà précaire, notamment avec le marché informel parallèle. Il est temps de passer aux réformes structurelles et allumer les moteurs de la concurrence. Mais l'Algérie a-t-elle une stratégie globale? Donc, c'est ça la question. Certes, il faut réformer, mais avant, il est utile de diagnostiquer avec un calendrier. Donc, notre pays a besoin d'un business plan. Donc, la période post-Covid va être déterminée par des éléments de concurrence dans l'espoir qu'elle puisse dévier des éléments plus inquiétants, à savoir ceux de la force. L'incertitude est présente, est bien présente. Le mythe de la mondialisation est battu en brèche. Toutefois, le chemin est étroit, mais il existe. Il faut juste avoir la vision. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai bien conclu ce riche webinaire. Je vous remercie, Monsieur Mekida. Je reviens vers vous si vous voulez nous donner un dernier mot. Oui, juste rapidement pour conclure, vous avez fait la synthèse qui reflète un peu la communication et les débats. Et puis également, il y a encore des questions ouvertes qui doivent faire l'objet, comme l'a dit Nemouchi à juste titre, qui est celle à la fois d'avoir la vision. Mais pour avoir la vision, il faut tirer les enseignements du passé et également faire le diagnostic. Moi, je crois que ces éléments doivent être fournis. Il y a un ministère de la prospective qui a été délégué auprès du Premier ministre, qui a été mis en place. Je pense que c'est une partie de ses missions. Donc, mais il faut qu'il le fasse dans la transparence et qu'on sache c'est pas des secrets d'État. Ça intéresse à la fois les experts, ça intéresse les chercheurs, les économistes et de façon plus générale la société algérienne. Et donc le diagnostic, je pense que les éléments sont déjà de plus en plus transparents. Donc, on a gagné en transparence depuis quelques années. C'est pas assez, mais donc on n'hésite pas à noter nos insuffisances. Par exemple, les zones d'ombre. Donc, on dit qu'on a progressé dans un certain nombre de choses, mais il y a encore des zones d'ombre dans nos schémas d'aménagement du territoire. Donc, il y a des aspects insuffisants. On peut tirer les pros. On peut voir ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui a été, pourquoi donc les échecs? Parce que c'est en tirant les leçons de nos échecs qu'on peut améliorer. Ça, c'est un premier point. Et les perspectives, c'est une perspective donc hors rente, c'est-à-dire que avancer en regardant quels sont les prix du pétrole. Ça, c'est à mon avis, ça doit être terminé. Donc, il va falloir engager. Donc, il faut engager un paradigme de rupture. Il doit être construit socialement. Parce que ça, c'est important, avec donc un large débat avec les partenaires sociaux, les syndicats, qu'ils soient l'UGTA ou les syndicats indépendants, et également les organisations patronales, parce que c'est avec elles, les instruments de mise en œuvre. Et également, et engager en tout cas un premier train de réforme prioritaire, parce qu'il faut segmenter en fonction de ses capacités mais il va falloir donc s'y mettre, et je pense que le pays a à la fois les ressources humaines, a la possibilité d'engager ces réformes et de sortir de la dépendance des hydrocarbures tout en diversifiant son économie et en allant vers l'exportation. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie pour nous s'il s'agit là d'un défi existentiel. Et je vous remercie. Je remercie Sin Mouchi, donc à la prochaine. Merci, et vous-même pour tout le travail. Merci, avec plaisir. Je le fais vraiment avec plaisir. Et transmettez le salut à ceux qui ont manqué ce débat, qui sont le directeur de votre institut et notre ami Ben Kritli. Inch'Allah, Inch'Allah. Je reviens vers M. Mouchi pour un dernier mot. Votre microphone est désactivé, M. Mouchi. Veuillez l'activer, s'il vous plaît. Non, d'abord, moi, je tiens à remercier M. Mekidesh par les temps qui courent. Il faut dire que ce n'est pas facile de trouver des académiciens qui sont disposés
à intervenir, à animer des débats et surtout, à répondre aux préoccupations des étudiants. Ça, c'est... Pourquoi? Puis ensuite, moi, je trouve qu'en ces périodes de confinement, avec tout le stress qui en découle, cette rencontre vraiment a été un bon moment de décompression, hein. Et on en veut plus. Ça aide. D'accord, ok. Voilà. Merci. Inch'Allah, Inch'Allah, je vous remercie. Pour garder un petit souvenir, j'invite tous les participants, s'ils le souhaitent, à activer leur caméra pour faire un dernier salut à nos invités. Donc, si vous voulez, hein. En tout cas, moi, je vous dis salut, à très bientôt. Restez connectés sur notre page LinkedIn avec un nouvel invité. Je vais vous dire juste le thème. Le thème, ça va être la finance islamique. Voilà. Donc, activez les caméras si vous voulez pour garder un petit souvenir. Merci, Ayman, ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que tous nos alumni vont pouvoir nous rejoindre. Merci, c'est très, je suis vraiment très contente. Voilà. C'est réciproque. Merci, merci. À bientôt. Keep safe. Au revoir. Mettez Au les revoir. barrettes. Bye bye. Ouais. Voilà, exactement. Merci. Au revoir.